Aujourd'hui, on va parler plutôt technique. La semaine dernière, on a parlé du rôle du PM, du Product Management et du PO, Product Owner. Cette semaine, ça va être plutôt de la technique. J'avais envie de vous parler de JavaScript, parce que je suis en train de vraiment de plonger beaucoup dans les technos JS, Node, React en ce moment. Et plus particulièrement, vous parler de la programmation fonctionnelle en JavaScript, parce que moi j'ai des fortes... Enfin, je suis dans un domaine où le métier est très complexe, et on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre le métier et à le transformer en code. Donc est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui permettent de coder plus simplement, d'avoir un code qui est plus proche du métier? Et pour moi, l'une des réponses, c'est la programmation fonctionnelle. Alors déjà, un petit point, la dernière fois on a parlé plus on va dire, de gestion de produits, pratiquement même un petit peu de marketing, du persona. Là, vous allez avoir ce que j'appelle du code de manager. Jusqu'à encore un an, je codais au quotidien, outre des fonctions en product management, en avant-vente et d'autres fonctions. Actuellement, je fais beaucoup de management, de suivi de projet, mais je n'ai plus le temps de coder. Donc ça va être parfois un petit peu plus lent que pour un développeur. Et de toute façon, mon métier actuellement, c'est d'avoir des personnes, des développeurs et des développeuses qui sont meilleurs que moi. C'est mon rôle. Alors, c'est une approche pragmatique. On va pas faire de théorie dans cette vidéo. On en fera plus tard dans d'autres vidéos, au fur et à mesure des semaines à venir. Mais donc, on parlera pas de monades, de fonctions pures. On va vraiment être sur du concret. Imaginez, c'est d'ailleurs le public que je vise là, ce sont les gens qui font que la programmation itérative, qui ne connaissent rien à la programmation fonctionnelle et qui veulent découvrir déjà. Donc, au lieu d'entrer dans une théorie très complexe, je vais vous montrer quels sont les avantages concrets, rapides à mettre en place pour pouvoir faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Alors, quand je dis JavaScript, vous allez voir la même chose en fonction, les fonctions lambda, on le voit en C#, VB, MapFilterReduce, je l'ai déjà utilisé en Python aussi. MapFilterReduce, je l'ai utilisé en Apache Spark aussi, si vous faites du big data. Donc c'est pas un concept pur JavaScript, hein, même si vous ne codez pas en JavaScript, ça peut vous servir pour d'autres langages. Alors, programmation fonctionnelle. Une approche, enfin une définition, on va dire, très pragmatique pour moi, c'est que c'est opposé à la programmation impérative. La programmation impérative, on va devoir décrire vraiment tous les états de changement, tout le process, tout le workflow par rapport à un besoin. Donc on va décrire ce qu'on appelle du pseudo-algo, étape par étape. Il faut décrire tous les éléments pour arriver d'un besoin à un résultat. C'est ce qu'on va, on va dire, si le product émet un quoi, nous on va devoir définir le comment, étape par étape. L'avantage de la programmation fonctionnelle, dans une vision très simpliste, hein, attention, on verra ça plus en détail après, c'est de se concentrer simplement sur le quoi et de ne plus avoir à coder le comment. Donc c'est quand même un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins à coder et que le code se rapproche beaucoup plus du métier puisqu'il reste toujours sur une expression de besoin et non sur l'implémentation technique de ce besoin. Alors si vous avez des métiers très orientés métier, moi je travaille par exemple dans les ERP, actuellement je travaille dans le monde de la paye, c'est vraiment très intéressant. Alors on va commencer on va parler de MapFilterReduce. Ce sont trois éléments qu'on voit en JavaScript, mais moi je vous l'ai dit, on les trouve aussi en .NET, en Python, dans beaucoup de langages. J'ai un exemple très simple. Alors pourquoi un exemple très simple aussi en formation? Toujours, moi j'évite les exemples à base de métier. Pourquoi? Parce que quand on additionne des aspects, par exemple à la fois de la technologie et du métier, on complexifie la compréhension. Si j'ai besoin d'avoir une bonne maîtrise métier pour en plus comprendre la technologie, je vais multiplier la complexité pour les personnes à se former. Donc je pars toujours de besoins très basiques. En plus, j'ai déjà remarqué ça, même quand le public est homogène et connaît le métier, si je fais une formation pendant des exemples métiers, il y a toujours quelqu'un qui va me dire oui, mais dans le métier, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas le problème. Le problème là, c'est d'apprendre de la technique. Donc de ne pas diverger sur le métier. Il faut être focus. Là, on parle technique, à un autre moment, on parlera métier. Donc là, j'ai une collection
j'aimerais tout simplement avoir les nombres pairs pour cette collection. Voilà, donc j'exprime un besoin métier. Comment est-ce qu'à partir de cette source de données, je vais pouvoir sortir mes nombres pairs? Eh bien, si on le fait à l'ancienne, bah, je vais devoir faire une boucle. Donc je vais me créer une collection. Mince, B. Voilà, mince. Donc je vais créer une collection vide. Je vais créer, là on le fait vraiment à l'ancienne, hein. Donc I doit être inférieur à la taille de ma collection A. Alors j'ai beaucoup de mal en ce moment, je passe entre Mac et Windows et vous allez voir, il va y avoir souvent des erreurs de frappe sur tout ce qui est parenthèses, etc. Donc là, bah, si pour chaque là, donc je vais parcourir tous les éléments de A, pour chaque élément, bah, si cet élément-là, donc bah, A, crochet, mince, vous voyez, j'ai vraiment du mal. A de I. Donc si cet élément-là, la division de cet élément-là par 2 est donc égale à 0, donc c'est un nombre pair, eh bien je vais ajouter cet élément dans ma collection. Donc là, si je n'ai pas commis d'erreur, sûrement des problèmes de mise en page, on va pas s'embêter avec ça. Donc là, ma nouvelle collection, c'est B. Là, donc là, en théorie, voilà, donc là, j'avais une collection au départ. J'ai dû faire une erreur, je n'ai pas assez d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Si, j'ai bien tous les éléments pairs, voilà. Donc j'avais une collection, j'ai voulu obtenir tous les éléments pairs. On voit bien que ce code source est totalement éloigné du métier. On va fixer tous les problèmes de voilà, d'implémentation. Ce code source, il est vraiment très éloigné du métier, alors que le métier pourtant déjà n'est pas très compliqué. Alors imaginez sur un métier où on va accumuler les règles métiers, on voit déjà que même rien que des nombres pairs, si on le code à l'ancienne, c'est ce que reproche pour le métier, c'est je comprends rien à vos trucs d'informaticien. Bien là, c'est le cas. Imaginez sur des métiers beaucoup plus complexes. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour faire plus simple? Alors, on peut se dire, ah, on va essayer de trouver des choses. Eh bien, on pourrait mettre un pattern itérateur. Déjà, c'est un peu plus propre. C'est vrai qu'entre parcourir des éléments par rapport à la taille d'une collection, d'un tableau, parcourir pour chaque élément du tableau, c'est déjà un petit peu plus métier, entre guillemets. Enfin, c'est un petit peu plus fort en sémantique, on va dire, mais c'est pas du tout du métier. Et ça reste toujours pas terrible. Allez, on va aller encore un petit peu plus loin. J'ai rajouté un opérateur ternaire. Ouais, c'est un peu plus propre, mais je vois toujours pas le métier. Si j'oublie que je fais de la technique, si je me mets au niveau du métier, on parle de ça, j'y comprends rien. Mais j'ai raison. Allons encore un petit peu plus loin. Est-ce que ça ressemble encore? J'ai mis une fonction fléchée. Est-ce que ça ressemble à du métier? Moi je dis non, franchement, ça ne ressemble pas du métier. Donc, d'un point de vue product, je peux pas avoir une discussion autour du même écran entre un informaticien ou informaticienne, excusez-moi, à chaque fois, informaticien, informaticienne et quelqu'un du produit. Et quand je vais devoir reprendre un code source, même là, vous voyez, pour un nombre impair, quand je vais voir un nombre pair, quand je vais voir le lire, je vais devoir faire un effort d'interprétation pour remonter jusqu'à la dimension métier. C'est trop compliqué. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Alors, on a été un peu vite, il y a déjà la réponse. C'est filter. Donc là, j'ai toujours ma collection A. Je vais vouloir créer une collection C qui va vraiment être la plus proche du métier. Déjà, c'est quoi mon métier? Là, j'ai dit, c'est tous les nombres pairs. Est-ce que je peux exprimer ça par une fonction fléchée? Bah oui, tout simplement. Pour un élément, cet élément, la division par 2 de cet élément, mince, je vais y arriver, est donc égal à 0. Ça me définit mon métier. Voilà, j'ai réussi à définir, mince, j'ai mis un espace en tout.
Voilà, ça me définit mon métier. Et bien grâce à filter, qu'est-ce que filter? Filter, ça permet d'appliquer une fonction fléchée qui renvoie un booléen, true ou false, pour pouvoir filtrer des éléments. Et bien là, je vais tout simplement faire a.filter de ma fonction fléchée. Donc à un élément, j'associe voilà. Donc là, ça veut dire C, la collection C, ce sont tous les éléments de A, dont les éléments, dans la division par 2, c'est-à-dire donc les éléments pairs, alors j'ai du mal avec les espaces, qui sont pairs. On va le tester d'ailleurs tout de suite. Donc là, c'est la collection C. Ah oui, je vais supprimer ça, parce que là, sinon je risque d'avoir un problème. Voilà. Donc on est passé de ça, qui est absolument illisible en termes de métier, à ça. Certes, ça reste encore de la technique, mais quand on l'isole par rapport à les gens du produit, quand on se concentre que là-dessus, on voit tout de suite, on est très très proche du métier, beaucoup plus proche qu'avant. Donc filter permet justement de filtrer des collections par rapport à des critères métiers. Alors il n'y a pas que filter, justement, il y a le célèbre map filter reduce. Je vais vous donner un exemple très concret. À quoi ça sert map? Eh bien c'est bien, maintenant j'ai voulu filtrer mes éléments. Alors quand j'ai dit filtrer des éléments pairs, j'aurais pu aussi vouloir filtrer par exemple toutes les personnes qui ont plus de 18 ans, j'aurais pu vouloir faire plein de choses. Alors on verra justement, pour ceux qui connaissent un peu filter, on pourrait l'associer avec des closures par exemple, on verra ça dans une autre vidéo. Donc là j'ai voulu filtrer tous mes nombres pairs, je prends toujours des exemples basiques. J'aimerais pouvoir maintenant prendre tous ces éléments que j'ai filtrés et leur appliquer un traitement en masse. Par exemple, j'aimerais pouvoir multiplier tous ces éléments-là par 2 et ajouter 3. Alors si je le fais à l'ancienne, on va encore revenir avec des choses comme ça, absolument tortueuses, ignobles. Donc non. Et bien filter, c'est pareil, on va toujours à une collection définir une règle métier qui va appliquer le processus métier qu'on veut faire. Qu'est-ce que je veux faire là? C'est pour un élément, je veux le multiplier par 2, donc x multiplié, j'ai vraiment du mal entre le clavier Mac et Windows. Non. Et ajouter 3. Voilà. C'est tout ce que je veux faire. Et bien là, je vais créer une collection D, qui est donc égale à, là j'étais sur C, ma collection filtrée, C.map, dans lequel je vais entrer ma fonction fléchée. Donc qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que pour tous les éléments de C, donc C ce sont les éléments pairs, je vais multiplier les éléments par 2 et ajouter 3. Donc là si je fais un console log de C, de D, pardon, je devrais avoir, voilà, 7, 11, 15, 19, 23. Donc je vais supprimer un peu tous mes console log et on va voir que on est quand même sur quelque chose qui tient en 2 lignes. Imaginez ça avec des suites de for, de if, etc. Ça devient absolument illisible. Et pourtant, vous avez déjà dû en voir dans du code source, hein, surtout quand il y a une grosse dimension métier. Donc voilà ce qu'apporte map. Alors, on va parler maintenant de reduce. Alors reduce, c'est un peu plus compliqué. Je vais prendre un exemple très trivial, mais il faudra qu'on fasse une vidéo juste dédiée à reduce, parce que c'est vraiment un outil très puissant. Il y en a même qui le détournent, par exemple, pour faire du pipe en JavaScript. Vraiment, on peut faire des choses assez poussées avec, mais on verra ça plus tard. Reduce, ça, comme son nom l'indique, le but c'est de réduire entre guillemets. Là, j'ai par exemple une collection, j'aimerais pouvoir lister, sommer tous ces éléments. Pareil, à l'ancienne, je vais faire une boucle et je vais faire un compteur et associer. Et des compteurs, on en voit dans plein d'éléments métiers. Entre autres, par exemple, les ERP, vous allez faire des compteurs, les RH, voilà, dans plein d'éléments. Alors, ce qui m'embête dans cet exemple,
pour ça que je ferai une autre vidéo plus tard, c'est que souvent on utilise reduce en exemple comme un simple accumulation de compteurs. Mais c'est pas forcément adapté, enfin, on peut faire beaucoup plus de choses avec reduce que ça. Mais comment ça marche reduce? Bah, c'est simplement une fonction, encore fléchée, qui prend le précédent, c'est un peu du récursif, hein, qui prend l'élément précédent, l'élément actuel, et qui applique une application. Là par exemple, si je veux sommer, bah, je prends l'élément précédent, je prends le nouvel élément, donc précédent, suivant, je somme. Donc j'ai obtenu une somme ici. Après, ça devient l'élément précédent, je somme avec 3, etc. Et donc ça va me faire ma somme. Reduce, c'est pas tout à fait du pur métier. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Et quel que soit le langage, hein, vous prenez Reduce en Python ou autre, vous aurez le même problème. Mais quand vous cumulez map, filter et reduce, vous obtenez vraiment quelque chose de très puissant. Justement, map, filter, reduce. On a vu du map, du filter, reduce. Le but, c'est de pouvoir mixer tout ça. Ouais, par exemple là, voici l'exemple qui me permet d'avoir à la fois, j'aimerais avoir pour une collection de données, tous les nombres pairs auxquels je vais multiplier, là j'ai fait multiplier par 3 et ajouter 1, et je veux la somme de tout ça. Ben, ça tient en 3 lignes, donc on va pouvoir composer du filter, du map et du reduce. La question que je vous pose, c'est combien de temps vous aurez fait pour coder ça à l'ancienne? Quelle complexité, quelle lisibilité, et puis alors quel risque de bug, on n'en parle même pas. Mais vraiment, map, filter, reduce apporte une grosse simplicité dans ce domaine-là. Alors, JavaScript, on adore faire des fonctions dans des fonctions. Moi, je ne suis pas fan, hein, personnellement. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de séparer le métier après de l'application. Là, par exemple, j'ai défini une fonction pair, une fonction multiplication, une fonction de somme, et je vais pouvoir faire ici un élément qui va appliquer ce métier. Moi, je trouve que c'est plus intéressant en termes de lisibilité. Après, JavaScript, souvent, enfin, moi, c'est ce que je reproche à JavaScript, c'est des fonctions dans des fonctions dans des fonctions. Je ne suis pas fan. Et surtout que là, moi, ça me permet ici de discuter avec le métier et ici de l'appliquer. D'ailleurs, on pourrait avoir plusieurs filters, plusieurs transformations et une réduction. Alors en réalité, on pourrait avoir plusieurs réductions, mais on verra ça plus tard. Donc on peut vraiment répondre à un besoin métier, par exemple sur des collections, assez puissant comme ça, et avec quelque chose qui reste très très lisible, parce que très très proche du métier. Alors aussi une chose qu'on pourrait faire, c'est aussi appliquer les filtres, appliquer transformation, et faire deux types de réduction, trois types de réduction différents. Donc là, j'ai récupéré T3, j'ai appliqué tous mes filtres, toutes mes transformations, et ici, je vais appliquer des réductions différentes. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, je vous donne un exemple très précis. Je suis employeur et je dois payer des taxes, et d'après la loi, il y a deux systèmes de calcul de taxes, et je dois... on doit de l'employeur à la droit, en termes de charges patronales, à ne payer que la taxe la moins importante pour lui. Et ben voilà, je vais donc appliquer certains éléments ici pour pouvoir filtrer et transformer, puis après, je vais sommer, faire des compteurs, et je vais regarder quelle est la taxe la plus avantageuse pour l'employeur. Donc vous voyez, sur des choses, sur des applications métiers, ça a vraiment un grand avantage, et là, ça reste quand même très très lisible. Ici, j'aurai défini toutes mes fonctions métiers, et là, je les applique. Alors comme je vous l'ai dit, oui, souvent reduce, on le réduit souvent à des compteurs, mais ça peut être beaucoup beaucoup plus puissant que ça, donc on verra ça dans une autre vidéo. Donc pour résumer, pour moi, map, filter, reduce, c'est la programmation fonctionnelle d'un point de vue, on va dire, simpliste, hein. C'est se concentrer sur le quoi, et c'est le laisser le comment au langage. C'est le début de la programmation fonctionnelle pour moi, map, filter, reduce. Après, on verra d'autres choses, reduce avancé, récursivité, pipe, etc. Et déjà, ça peut déjà être un gros avantage pour pouvoir simplifier ces développements, surtout si on a des grosses contraintes métiers. Alors, est-ce que c'est tout? Donc, il y aura sûrement une partie 2 à venir, je ne sais pas encore quand, ça va dépendre du temps que j'ai à consacrer à ça. Puis, n'hésitez pas à intervenir, proposer des idées, du code source, sur ce domaine, des envies de développer certaines parties liées à la programmation fonctionnelle. Alors pas forcément en JavaScript, mais pour l'instant je vais surtout, pour des raisons de temps, je dois concentrer tout mon temps sur
sur un nouveau stack technologique, donc ça va être surtout du JavaScript, de l'ES6, du Node, du React, donc j'aurai peu de temps pour faire du .NET ou du Python ou d'autres langages en ce moment. Donc n'hésitez pas à proposer, sur Twitter c'est Overfly. Voilà. Si vous désirez télécharger les slides, toutes les ressources qui renferment sur des vidéos, il y a un Google Drive. Et les vidéos, là, il y a une URL qui vous renvoie directement sur la chaîne YouTube dans laquelle on va parler développement, agilité, logiciel au sens à la fois sens générique, mais aussi technologique, technique, langage de programmation. On parlera de déploiement, de tests automatisés, et on va parler aussi beaucoup de produits, donc product management, marketing, persona, user story. Il y aura une vidéo entre autres sur les user stories et les critères d'acceptation par exemple. On fera peut-être un petit peu de BDD dans quelques semaines si j'ai le temps. Voilà, donc voilà à peu près les sujets qui seront abordés.